Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence ludique. Alors, le RGQ est heureux de vous présenter un communicateur aux multiples talents et géographe. En effet, cet aspect de sa carrière est sans doute moins connu, mais en 1979, il obtient un bac en géographie à l'Université de Montréal. Ainsi, lorsqu'on dit que la géographie mène à tout, bien, cet adage est d'autant plus vrai en ce qui concerne notre conférencier de ce soir. Avec un diplôme de géographie en poche, il s'est fait connaître comme animateur à la radio et à la télé, comme chroniqueur, comédien, et j'en passe. C'est une figure bien présente dans le paysage médiatique québécois, ayant même reçu 2 prix Gémeaux, que ce soit pour ses qualités d'humoriste ou d'animateur sportif. C'est donc dire sa grande versatilité. Il est également un astronome amateur, il collectionne les cartes géographiques et a à son actif plusieurs expéditions pour observer les éclipses solaires et a établi un record de 40 heures 17 minutes en tant que passager de ligne aérienne commerciale les 11, 12 et 13 octobre 1996 en effectuant le trajet Montréal, Paris, Tokyo, New York, Montréal, en plus d'être toujours captivant lorsqu'il relate, avec une grande acuité, des faits marquants de l'actualité. Le RGQ est donc très heureux qu'il ait accepté de faire une conférence géographique ludique dans le cadre du congrès du 60e, alors intitulé « La géographie pour savoir où on est », une manière de nous faire découvrir ou redécouvrir son parcours et ses nombreuses passions teintées de géographie. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Paul Hood. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette présentation qui me touche beaucoup, comme l'invitation du regroupement m'a beaucoup touché. Ma femme, on a célébré nos 40 ans d'union cette année, est aussi ma conjointe, mais d'accord dans la vie, mais aussi mon agente. Et elle m'a dit, et c'est elle qui coordonne en fait toute la logistique un peu de ma carrière et tout ça, question de contrat et de propositions. Elle a dit, tu as eu une proposition en géographie. Et là, j'ai été comme saisi. C'est comme si d'un coup, mon passé académique m'est revenu tout d'un coup, mais c'est parce que ça trahit mon âge. Ça date d'une époque, enfin, pour beaucoup de gens, très lointaine. Mais je dis, qu'est-ce que ça a à voir en géographie? Parce que, à travers toute ma carrière médiatique, j'ai pas beaucoup parlé de mon apprentissage et de ma diplomation en géographie, parce que personne me demandait vraiment ce que j'avais étudié, sauf en de rares occasions. Il y avait des journalistes qui me disaient « Vous ne seriez pas géographe par hasard? » Et puis, au fur et à mesure que les années avançaient, je vous l'avoue, j'avais comme j'étais mal à l'aise parce que je me disais, oui, mais ça, c'est il y a longtemps, je ne suis pas géographe actif, donc je le disais du bout des lèvres. Mais j'ai été très touché par cette invitation que j'ai acceptée spontanément. Ah, la géographie, pour savoir où on est. Écoutez, c'est plus que jamais pertinent de poser cette affirmation-là, parce que disons que malheureusement, nous avons une population, mais pas seulement ici au Québec, partout, qui a peut-être manqué de cours de géographie à une certaine période de leur vie. Je vous donne, en partant, une anecdote géographique. J'aime beaucoup l'aviation aussi. En 1974, vous voyez que ça fait longtemps, ça va faire 50 ans bientôt, j'étais de l'un des tout premiers vols entre Montréal et La Havane. On venait d'établir une ouverture de tourisme entre Cuba et le Québec. Certainement pas avec les États-Unis, parce qu'on est toujours en période d'embargo ridicule avec l'île de Cuba. Donc, en 1974, quand on allait à Cuba,
ne serait-ce qu'une semaine, il fallait passer par la Havane. Et c'était toute une aventure, là, toute une aventure. Aujourd'hui, vous y allez, les gros hôtels qui sont opérés plus souvent qu'autrement par des Allemands ou par des Espagnols. Alors, je suis dans l'avion d'Air Canada à destination de la Havane et c'est une grande aventure. Et j'ai pour voisine de cabine 2 jeunes femmes qui jasent entre elles. On est dans l'avion. L'avion n'a pas encore décollé et une d'entre elles demande à l'autre, « C'est où ça, Cuba? » C'est parce qu'on s'en va là. Et elle lui demande, « C'est où ça, Cuba? » Et l'autre de lui répondre, mais vraiment, de façon très ordinaire, comme ça, elle dit, « Je pense que c'est dans le bout de l'Afrique. » Alors là, je voulais intervenir, mais je me suis gardé une certaine discrétion. Je me suis simplement dit, il y a très longtemps, il y a près de 50 ans, peut-être que si on avait mieux enseigné les bases de la géographie, on aurait des gens qui savent un peu plus où ils sont. Je pense que les 2, je ne les ai pas revus sur le vol de retour, ont dû être déçus, pensant se rendre en Afrique en atterrissant à Cuba 4 heures plus tard. Mais ça vous donne une indication. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier d'être, je vais le dire le mot, même si ça choque un peu, d'être illettré géographiquement. On l'est en histoire de plus en plus. Histoire, géographie, pour moi, les 2 matières jumelles. Une ne va pas sans l'autre. Eh bien, si on a négligé depuis longtemps, je vous le dis, c'est l'enseignement de ces 2 matières qui, pourtant, sont essentielles. Parce que la géographie, c'est à la fois scientifique et c'est à la fois humain. Et ça vient chercher la base même de ce que nous sommes. Habiter un territoire. Donc, habiter son territoire, ça veut dire le comprendre, l'analyser, faire les recherches nécessaires. Peut-être que si on avait mis un peu plus de géographie, on aurait un peu moins de COP 27 ou de COP 15 aujourd'hui, peut-être. Alors, je vais vous parler brièvement et très rapidement de mon parcours géographique. Mais d'abord, mon premier professeur de géographie, c'est pas compliqué, c'est l'auteur, Hergé, l'auteur de Tintin, les albums de Tintin que j'ai eus. J'ai appris à lire avec mes albums de Tintin, mais il y avait beaucoup de géographie dans ces albums-là, qui ont très mal vieilli, soit dit en passant. 60 ans plus tard, à peu près l'âge du regroupement, il y a des choses, que voulez-vous, Hergé habitait son monde. Il y a des choses qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas jamais refaire, jamais redessiner, jamais écrire. Par contre, sur l'aspect géographique, il nous faisait voyager. Mon album préféré, c'était Tintin au Tibet. Et je voyais cet avion Super Constellation d'Air India qui atterrissait à l'aéroport de Katmandou. J'avais à peu près 5 ans ou 6 ans et Katmandou, pour moi, est devenu un symbole d'aventure. Alors, dès que j'ai eu et l'argent et le temps, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je suis allé au Népal et je suis allé à Katmandou et je suis allé dans l'Himalaya et j'y suis retourné à quelques reprises d'ailleurs. Donc, merci à Hergé qui, comme je vous disais, sur le plan politique, évidemment, n'est plus à jour. Il ne faut pas analyser dans le contexte de 2022 des albums qui ont été écrits dans les années 50 et même 40 dans certains cas. En tout cas, premier professeur de géographie m'a transmis cette passion. Au sous-sol familial, mon père, dont je suis tellement fier de dire qu'il est toujours vivant et bien en vie, et intellectuellement, il a toutes ses capacités. Il a 97 ans. Il est en pleine forme, s'occupe de sa maison. Il est musicien, probablement que sa carrière de musicien non professionnel a permis d'atteindre sa longévité. Mais mon père, donc, avait bâti au sous-sol chez nous une magnifique bibliothèque. Et sa grande passion à mon père, lui, ce n'était pas l'Himalaya, ce n'était pas
le sous-continent indien, c'était l'Afrique. Alors, chez nous, mes souvenirs, mon frère Pierre et ma sœur Joanne pourraient témoigner à mes côtés, on descendait au sous-sol et on avait une magnifique bibliothèque, là, vraiment plusieurs étagères avec des livres consacrés à l'Afrique. Mon père, pour lui, c'était le grand continent. Il avait toujours rêvé d'y aller. Il a 97 ans et malheureusement, il n'aura pas réalisé son rêve. On a tenté à quelques reprises de l'inciter à dire « Viens, on va y aller ensemble » et tout ça. Il y avait toujours quelque chose qu'il ne faisait pas. Alors, vous voyez, la géographie était présente chez nous. Également, quand j'étais très, très jeune, un de mes plus beaux cadeaux de Noël que j'ai reçu, un globe terrestre illuminé. C'était le grand... C'était ce qu'il y avait de plus incroyable. Il y avait un cordon, on branchait le globe terrestre et avec un petit commutateur, clic, clic, on allumait le globe terrestre. La nuit, je dormais avec mon globe terrestre allumé. C'est un souvenir absolument exceptionnel. Alors, ce parcours géographique, il n'est pas directement axé vers le département de géographie à l'université, parce que je suis passé par le cégep en sciences pures à Bois-de-Boulogne, dans le but d'aller à l'école polytechnique, ce que j'ai fait. Aussitôt que j'ai terminé mon cégep en sciences pures, où là maintenant on dit sciences de la nature, mais en tout cas, peu importe, c'était juste des maths, juste de la chimie, juste de la physique. Alors je suis rentré directement à l'école polytechnique en génie mécanique. Et Polytechnique, c'est 4 ans à l'université, dont les 2 premières années servent à vous écœurer et tenter de vous éliminer pour en sortir le plus possible. Alors, on pacte dans les 2 premières années tous les cours les plus, je dirais, fondamentaux de mathématiques. Vous faites toutes les maths, vous faites très peu de travail pratique en génie dans votre spécialité, mais tous les cours visent à éliminer des gens. Ils ont réussi avec moi parce qu'au bout de 2 ans, je me disais, j'ai pas d'atelier pratique, je travaille pas dans le génie mécanique, mais j'ai fait toutes mes maths, j'ai fait toute ma chimie, j'ai fait toute ma physique. Donc, j'ai touché à peu près tout ce qu'il y avait en sciences. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a bien fait rire, un de mes amis ingénieurs. Dans les années 70, on disait, le génie, ça mène à tout à condition d'en sortir. Et il me disait tout le temps, si tu veux utiliser ton diplôme d'ingénieur et avoir une belle vie et de très bons salaires, il va falloir que tu fasses comme moi, devenir un ingénieur qui s'en va en administration. Mais il ne faisait plus de génie, pratiquement. Alors, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'illogique là-dedans. À un moment donné, l'appel s'est fait, le réveil, et je me suis dit, mais j'ai toujours rêvé d'étudier en géographie. Je regarde le programme de cours, et ça tombait bien parce que les rares cours scientifiques ou mathématiques m'étaient automatiquement crédités. Je venais de les terminer à Polytechnique. Alors, je suis entré directement au département de géographie en 77. Et c'était un choc. Passer de Polytechnique à géographie, là, c'est pas la même sphère d'activité, c'est pas la même mentalité non plus. Et puis, j'ai tellement aimé ça. Parmi mes cours préférés, la cartographie. J'ai l'air d'un dinosaure à vous dire ça aujourd'hui, la cartographie. Ben oui, on faisait des cartes. On faisait des cartes sur papier. Et j'étais vraiment bon, très minutieux, je faisais de très belles cartes. L'autre champ qui m'a tout de suite accroché, c'était tout nouveau à l'époque. Là, je parle de 77, 78, ça fait presque 50 ans, 45 ans, on va dire. C'était la télédétection par satellite. Ah, ça m'a littéralement accroché. C'était notre nouveau jouet. On avait une antenne, ça permettait de capter les rares satellites qu'il y avait à l'époque, et il y avait un cours directement axé sur l'utilisation qu'on pourrait faire des satellites dans l'espace, les relier à l'analyse des sols, l'analyse des cours d'eau. On venait d'ouvrir ce cours-là. J'étais littéralement fasciné. Ça m'a permis de faire des expériences en plus
avec de la pellicule infrarouge, ultraviolette et tout ça. Et comme je m'intéressais beaucoup à l'astronomie, moi, j'ai relié ça à un de mes télescopes et ça a fait des images de la Lune et des étoiles qui ont été extraordinaires et qui m'ont fait réussir ce cours-là. Et l'autre cours qui me fascinait, les transports et l'urbanisme. Écoutez, ramenez-vous 45 ans en arrière, j'avais un professeur visionnaire, et je vais vous parler d'un autre professeur visionnaire également que j'ai eu au département de géographie. Notre professeur d'urbanisme et transport abordait des thèmes avant même les années 80, donc moi j'ai vu venir tout ce qui s'est passé, abordait des thèmes comme l'étalement urbain. Aujourd'hui, il n'y a pas une mairesse, il n'y a pas un maire qui ne passe pas ça une fois par semaine aux médias. L'étalement urbain, l'étalement urbain, on peut pas continuer à faire cet étalement urbain. Et avec raison, les maires de nos municipalités québécoises n'ont pas le droit au déficit par la loi, alors que notre gouvernement provincial et que notre gouvernement fédéral se vautrent dans l'augmentation de la dette nationale, de la dette nette et des déficits par-dessus déficits, mais les maires n'ont pas le droit, donc ils ont besoin de revenus. Et je les comprends très bien. Les impôts fonciers, ça fait partie de leurs préoccupations de tous les jours. Bien, on en parlait dans mon cours d'urbanisme, comme quoi le danger au Québec, c'est qu'on va regrouper tout le monde dans 2, peut-être 3 grandes agglomérations, Montréal, Québec, Sherbrooke. Et puis là, après ça, tout le monde va s'étendre. Et ça revient toujours à la géographie et au territoire. Nous avons un territoire tellement immense pour s'étendre que dans notre esprit, parce qu'on ne nous avait pas enseigné ça à ce moment-là, le danger de l'étalement, c'est de prendre le territoire et de prendre possession du territoire pour le meilleur et souvent pour le pire. Alors, c'était mes 3 champs d'activité que j'aimais beaucoup. Et puis est arrivée ma dernière année, en 79, où là, il y a mon professeur de télédétection par satellite m'a dit, écoute, si tu veux poursuivre et faire une maîtrise, et même aller jusqu'au doctorat, il y a une université américaine, Kansas State, qui a le meilleur département de télédétection. Fine pointe, antenne parabolique, avec des satellites et tout ça, ils sont extrêmement dynamiques. Alors, je regarde sur la carte où était l'université Kansas State, c'était à Manhattan, mais détrompez-vous, pas l'île de Manhattan à New York, c'était à Manhattan, au Kansas. Savez-vous quel était l'attrait principal de Manhattan? Directement dans l'allée des tornades, Tornado Alley. Chaque année, c'est sûr que Manhattan est une ville-étape des séries de tornades qui frappent en avril, mai, juin, et maintenant de plus en plus n'importe quelle période de l'année. Alors, je regardais ça, je trouvais ça fascinant. Le territoire plat comme une crêpe, et la ville elle-même n'existe que pour une chose, l'université. Donc, si vous habitez Manhattan, au Kansas, c'est parce que vous êtes étudiant ou professeur à l'université Kansas State. Je regarde le programme, c'était fascinant. Et puis, bon, évidemment, même à l'époque, ça coûtait cher pour faire des études dans une université américaine. Aujourd'hui, c'est absolument inabordable. Vous êtes obligé de vous endetter pour 10 vies. Et puis, je fais mon application, tout ça, je suis accepté. Alors, j'étais très fier de dire à mon père, notamment, mais à ma mère aussi, à mon frère, ma soeur, ben, je vais aller vivre au moins 2 à 4 ans en plein milieu du Kansas. Vous viendrez me voir. Et je reviendrai aux fêtes. Ou s'il y a une tornade, ne venez pas. Et puis, bon, alors c'est formidable. J'ai été accepté. Et puis, comme j'avais été un très bon étudiant au département de géographie, ils m'ont aidé un petit peu financièrement. Pas énorme, mais une petite bourse pour aller faire la maîtrise et le doctorat. Je prends quelques journées de vacances, le téléphone sonne, et la radio m'appelle, parce que j'en avais fait de la radio un peu le week-end. Et pour moi, c'était normal, j'en avais fait aussi à l'université, au cégep. Donc,
je, je faisais souvent du remplacement et c'était un emploi d'été pour moi. Et j'ai eu la chance, de travailler pour la plus grande station au Canada, CKAC 730. Quand on entrait à CKAC, c'était l'Empire. Et puis, ils ont eu la gentillesse de me faire confiance, donc j'animais la nuit, les fins de semaine, des choses comme ça. Et puis, mon ancien directeur me dit, j'ai besoin d'un animateur du matin, ce qu'on appelle, dans le jargon du milieu, un morning man. Ah oui? Station CKMF 94,3, qui est aujourd'hui Radio Énergie, si vous êtes familier un peu avec la radio. Oui, mais je dis parce que je m'en vais au Kansas. Ben, il dit, bonnes vacances. Non, je m'en vais pas en vacances, je m'en vais m'établir. Il dit, passe donc par le bureau, on va aller luncher avant. Alors, il m'offre ce qu'on appelle le morning show. Et le morning show, c'est la consécration. Et j'avais seulement 3 ans de radio, un peu dans d'autres créneaux. Donc, c'était immense ce qu'il m'offrait. Ben, j'ai dit, je ne peux pas prendre de décision. Ben, il dit, écoute, je t'ai rédigé une entente sur une page. Il dit, prends le temps de la lire, puis il dit, rappelle-moi. Il dit, j'y tiendrai beaucoup. Fait que je reviens à la maison, je regarde ça. Oh, je regarde la rémunération. C'était pas tout à fait la rémunération pour aller étudier ou faire une maîtrise au Kansas ou un doctorat. C'était plus tel montant au lieu de moins tel montant. Alors, au lieu, je dirais, d'un endettement de plusieurs années, c'était une gratification instantanée. J'ai montré ça à mon père, et mon père, sa première réaction, il dit, mais c'est le double de ce que je gagne. Mon père travaillait dans les matériaux de construction. Il en était à peu près à 25 ans d'expérience. Mais c'est le double de ce que je gagne. Lui, il voyait que ça. Alors, la décision, elle est venue d'elle-même. Et puis, ça devait être le virage où ensuite, il n'y a jamais eu de voie de sortie. Au contraire, ce virage-là m'a amené à la télévision, m'a amené au cinéma, à l'humour. Bref, ça n'a jamais été un point de retour. Ça aurait pu l'être, parce que la radio, la télévision, en général, la longévité professionnelle varie grandement. Alors, je me considère un privilégié d'avoir survécu à travers toutes ces années-là. Je ne regrette rien, mais il y a des fois où je me demande si j'aurais fait une belle maîtrise et un beau doctorat à Kansas State, quand même. J'ai le droit de me poser la question. Je vois souvent mon parcours comme le film Seul au monde, Castaway, mettant en vedette Tom Hanks. Quand il revient, qu'on le retrouve finalement, qu'il a été perdu pendant 5 ans, et qu'en tant que livreur de FedEx, il se fait un devoir d'aller livrer le colis qu'il a gardé sur son île déserte pendant 5 ans au moins. Cette scène-là, pour moi, est une scène qui est tellement bien tournée, mais qui est tellement significative. C'est un film qui nous laisse sur Tom Hanks. Il est en plein milieu de 4 intersections, 4 points cardinaux. Il a son document, il doit les livrer. Et là, il ne sait pas s'il prend la route du devant, mettons du nord, de l'ouest, de l'est ou du sud. Pour moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est une symbolique de vie. La vie se charge de nous amener à ce genre d'intersection-là. Et pour moi, la géographie a occupé une place extrêmement importante. C'était un cheminement que malheureusement, je n'ai pas fait, je le dis. Mais si on croit à la réincarnation, ce sera pour une prochaine vie. Un petit legs, je le dis modestement, mais je suis fier, c'est que dans un cours à l'Université de Montréal,
j'ai écrit une thèse sur une thématique qui est encore très controversée. Vous voyez, tout ça s'est passé il y a 45 ans et c'est encore d'actualité. Ça vous dit une chose, c'est qu'on ne refait pas le monde. J'ai écrit une petite thèse sur le changement d'heure. Saviez-vous qu'il n'y a que 70 pays sur plus de 200 où on fait ça, changer 2 fois dans l'année nos montres, horloges, cadrans? 70 sur 205, c'est pas beaucoup, hein? Et à chaque fois qu'on le fait, la télévision et la radio, les journaux, qui ont des choses à remplir dans leur programmation ou dans leurs journaux, dans leur espace, refont toute une histoire sur le changement d'heure. On devrait rester à l'heure d'été. On devrait rester à l'heure normale. Et j'avais écrit dans ma thèse que de confier cette tâche-là à des politiciens qui ne sont pas géographes ou astrophysiciens, c'est ridicule, c'est comme accorder un permis de conduire à quelqu'un qui n'a jamais suivi de cours de conduite. Saviez-vous que c'est un domaine encore provincial? C'est les provinces qui décident. Par exemple, la Saskatchewan a compris depuis longtemps. C'est une province agricole, la Saskatchewan. Pensez-vous qu'ils veulent se coucher à 11 heures le soir alors qu'il fait encore clair l'été? Ils ont du bétail à s'occuper le lendemain matin. Alors, eux restent à l'heure dite normale toute la saison. Et comme je l'expliquais, et j'en ai reparlé, parce que j'ai donné 2 entrevues dernièrement quand on a changé l'heure au début du mois, c'est un principe de thermodynamique. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Mais ça, c'est la thermodynamique qui m'a appris ça. Mais ça s'applique également au changement d'heure. Alors, personne n'a raison. Personne n'a raison parce que personne ne comprend pourquoi on fait ça et comment ça marche. Quand je dis rien ne se perd, rien ne se crée, restons à l'heure d'été, même en plein cœur d'hiver, ça va nous donner au pire un coucher de soleil à 17h10 à Montréal. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais ça nous permettrait de sortir des bureaux, il ferait clair un petit peu, ouais, pas à peu près, mettons 20 minutes, 30 minutes. Bien, vous pensez que ce gain en après-midi nous amène à un lever de soleil début janvier, après les fêtes, à 8h40 le matin. 9h moins 20, le soleil commence à peine à sortir. Les gens ne s'intéressent pas à ça, parce que la plupart des gens, même ma conjointe, même des gens de ma famille me demandent tout le temps, « Ah, en fin de semaine, on recule-tu ou on avance-tu? » Alors, quand vous en êtes à ces considérations élémentaires-là, non, ne lisez pas cette thèse-là, où moi j'essayais de dire, on ne peut pas faire de miracle. Tout ce qu'on gagnera l'après-midi, on va le perdre le matin, ou vice-versa. L'autre problème, c'est que nous habitons à 45 degrés de latitude nord. C'est la même chose pour les Néo-Zélandais et les Australiens, mais dans l'hémisphère sud. Bon, le climat est un petit peu plus, je dirais, tempéré. Mais avez-vous pensé qu'on ne peut pas jouer avec notre position sur la planète? On est condamné à avoir des rétrécissements spectaculaires de durée de jour, rapidement, à l'automne, puis on est bien content au printemps quand c'est le contraire, et que là, la durée d'ensoleillement augmente. Alors, on ne peut pas faire de miracle parce qu'on habite à 45 degrés de latitude nord. J'en étais arrivé à la conclusion, et je ne veux pas vous ennuyer avec ça, parce que les gens me taquinent en disant « Oh, il ne va pas nous parler encore du changement d'heure. » Bien, écoutez, si vous voulez à tout prix gagner un petit peu puis ne pas trop perdre, moi, ce que je proposais, c'est de dire « Demeurons à l'heure d'été, l'heure avancée, jusqu'au 31 décembre. » Vous allez comprendre ma logique. Ça va nous permettre d'avoir de la lumière l'après-midi, passé 5 heures, passé 17 heures. On va accepter, oui, que le soleil va se lever passé 8 heures. Mais suivez mon raisonnement jusqu'au 31 décembre. Comme on ferme
le 31, même je dirais le 24, le 23, pour à peu près 2 à 3 semaines. Le bye-bye, les émissions du 31 décembre pourraient servir de rappel à dire « Ce soir, 31 décembre, nous reculons, nous revenons à l'heure normale pour 3 mois. » On ne s'en apercevra pas parce que on se lève tard de toute façon, on a trop bu, on a l'estomac à l'envers, et personne ne parlerait du changement d'heure. Ça serait comme changement d'heure, changement d'année. Vous voyez, la logique dans ma tête, c'était 1er janvier, on est à l'heure normale, janvier, février, et mettons la moitié du mois de mars. Et là, ça nous aurait permis de retrouver de la lumière le matin. Bref, ils ont bien aimé cette petite thèse-là qui n'a servi à rien. J'ai eu des professeurs exceptionnels. J'ai eu la chance d'étudier toute une session avec comme professeur le grand démographe Jacques-Henri Pain, de réputation internationale. Il a écrit de nombreux ouvrages et tout ça. Fascinant. On était dans la grande salle, on écoutait Jacques-Henri Pain. Et là, je vous ramène à 1977-78, donc il y a 45 ans. Là. Jacques-Henri Pain nous parlait de choses qui deviennent aujourd'hui des problématiques. Il nous disait, sans l'immigration, on est cuit. On est cuit. Il parlait de ça en 77-78, je vous le rappelle. Il disait, notre courbe démographique, elle est la suivante et elle ne changera pas. On ne fait plus d'enfants et on n'en fera plus dans 15, 20 ou 30 ans. Et ce sera la lente agonie, de plus en plus accélérée, d'un Québec vieillissant, un Québec de retraités, et plus personne pour venir derrière assurer notre système d'ouverture, notre système de santé universelle et tout ça. Il nous parlait de ça, je me rappelle, et là-dessus, comme je dis souvent, j'ai beaucoup plus de mémoire que d'intelligence. Et j'ai une très bonne mémoire. Et Jacques-Henri Pain nous finissait son cours en disant, voilà ce que sera le Québec de l'an 2000. On est en 2022. Il avait décrit exactement où allait se trouver le Québec en pénurie de main-d'œuvre, incapable de soutenir ses services sociaux, son système de santé, qui fait l'envie de tout le monde, mais jusqu'à temps qu'on regarde la logique des choses. Et je me dis, c'est Jacques-Henri Pain, démographe, qui nous a enseigné tout ça il y a si longtemps, ça valait la peine d'assister à ces cours. Un autre cours que j'ai grandement apprécié, géologie, avec Marcel Tiffane, un géologue qui nous parlait avec amour de choses aussi, disons, austères que les roches sédimentaires, les conglomérats, mais il abordait aussi les grands séismes, les tsunamis. Il nous parlait aussi du sous-sol québécois, du bouclier canadien, de la mer de Champlain. Fascinant cours. C'était pas des cours, c'était des conférences, comme quand on allait aux grands aventuriers, là, quelque chose comme ça. Donc, ces deux professeurs-là étaient non seulement visionnaires, ils nous parlaient de choses. Ah oui, un cours sur l'urbanisme. Je pense que c'était Ludger Bourgard, son nom. Avait dit, là, j'espère que vous réalisez qu'à Montréal, on vient tout juste de finir les Jeux olympiques, là, en 76, donc on est en 77. J'espère que vous réalisez que nos infrastructures ont été bâties au début et au milieu des années 60. Tôt ou tard, nous allons avoir des problèmes. Et là, il mentionnait des infrastructures comme le pont Champlain, le pont Mercier, le pont Victoria et le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine. Dans mes cours, quand j'étais étudiant en géographie, on voyait venir
le désastre, et il disait, tout ça a été bâti par pression politique, et il avait raison, les visions astronomiques du maire Jean Drapeau, de tout vouloir construire avec l'arrivée de l'exposition universelle de 1967. Il se servait de ça comme vision. Et notre prof d'urbanisme nous avait dit, c'est brillant, hein, aller construire au début des années 60 une voie transversale est-ouest dans la portion nord de l'île et la faire surélever dans une ville de verglas et de neige. Bravo! Eh bien, ce soir, 17 novembre 2022, je vais reprendre le flambeau et je peux vous dire une chose, du point de vue médiatique, l'obsession de la mairesse Valérie Plante en ce moment, ce n'est pas le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine, elle fait des cauchemars sur le véritable chantier qui va être absolument horrible. La réfection de l'autoroute métropolitaine, la 40, chut, chut, ça s'en vient. On fait d'abord le tunnel et ensuite on s'attaque au dossier de réfection de l'autoroute métropolitaine. À Boston, ils avaient un système identique au nôtre, pour une ville à peu près comparable à Montréal en termes de population. Et à un moment donné, ils ont compris que l'hiver, quand il y avait une tempête ou quand il y avait du verglas, ça devenait catastrophique que d'avoir une voie surélevée. Alors, ils ont foutu tout ça à terre et ils se sont dit, on va manger notre pain noir pendant 4 ans. Et ils ont appelé ça « The Big Dig ». Parce qu'évidemment, il y a un jeu de mots là-dedans qui était, on pourrait appeler ça le creusage du grand tunnel. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez dans Boston, même s'il y a une tempête de neige, ou même si vous rentrez à 5 heures de vendredi soir, il n'y a pas vraiment de bouchon de circulation. Vous rentrez avec plusieurs voies parallèles et vous plongez sous la ville pour en ressortir dans les différentes sorties sans qu'il y ait une congestion totale. Alors, je disais tout à l'heure que quand j'ai eu l'invitation du regroupement, ça m'a permis de dire, je vais venir dire aux gens qui seront regroupés ce soir que toute ma carrière médiatique a été très bien servie par mes études en géographie. Oui, aussi à Polytechnique, bien sûr. Et je suis très content d'avoir fait toutes les mathématiques importantes, pas importantes. Je suis content d'avoir fait des probabilités et statistiques. Je suis même devenu obsédé de chiffres, comme vous le savez, et c'est un peu ce que je dois combattre tout le temps, parce que j'ai, oui, un cerveau et non pas un disque dur. Et les gens, à chaque fois qu'il y a des chiffres, ils pensent à moi. C'est parce que j'en ai fait tellement, j'en ai manipulé tellement, que je n'ai pas pu m'en départir. Je veux rendre hommage également à quelqu'un qui m'a inspiré dans mes lectures. Le père de tous les géographes, selon moi, l'inventeur et le père de la nordicité, Louis-Edmond Hamelin. Né en 1923, 3 ans seulement avant l'année de naissance de mon père, et qui est mort il y a 2 ans, donc à un âge lui aussi très avancé. Ses lectures et son travail ont fait le tour de la planète et devraient servir de référence également à toutes les projections qu'on fait sur les grands défis qui nous attendent liés au climat. Parce que notre baromètre, ou je dirais notre canari dans la mine, c'est l'Arctique, c'est le Nord, c'est la nordicité. Ce sont les grands glaciers de l'Himalaya, les grands glaciers alpins, les grands glaciers andins qui sont en train de disparaître et qui fondent à une vitesse absolument incroyable. Ben, Hamelin, lui, vivait dans un monde de pergélisol. Vous allez maintenant dans les communautés Innu ou dans les communautés du Nunavik et du Nunavut, et j'y suis allé à quelques reprises, c'est incroyable, la détérioration de la situation. Vous avez des maisons bâties sur pilotis qui sont en toute croche parce que le sol n'est plus gelé. On débarquait
sur la terre de Baffin, où j'ai fait un voyage il y a longtemps, au début des années 80. Mon frère était du voyage. On est débarqué là le 12 octobre à Pangnirtung, au nord d'Iqaluit, dans une... Écoutez, l'hiver est installé avec des congères de je ne sais pas combien de mètres d'auteur. 12 octobre. Vous retournez à Pangnirtung ou à Iqaluit, en ce moment, on est rendu quand même autour de 17 novembre. On est le 17 novembre. Et puis, dans la journée, ça peut monter à moins 6, moins 5, moins 4. Quoi? Quoi? Ça fait même pas 40 ans. Alors, à ceux et celles qui volontairement ou par provocation continuent de nier ce qui est en train de se produire, vous serez rattrapés par le sol, par le pergélisol, et je le dis souvent par la géographie et la géologie aussi. Cette période-là, je rêvais, quand j'étais en géographie, en train de réaliser des cartes, je rêvais qu'un jour, on allait disposer d'un appareil qui ferait que la carte serait mise à jour selon nos déplacements en tout temps. J'avais déjà pensé, et j'avais lu dans un article que les Américains travaillaient pour la défense en 1973 sur un projet qui s'appelait le GPS, Global Positioning System. Mais ça a pris beaucoup de temps avant que la défense américaine rende ça disponible. Mais j'en rêvais. Je me disais, imaginez-vous le jour où on va pouvoir se déplacer et qu'en tout temps, on aura des choix d'itinéraire ou encore tout simplement, en pressant sur un bouton, notre positionnement, latitude, longitude, altitude. Mais j'aurais jamais pensé, par exemple, que, parce qu'il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas, même le micro-ordinateur n'était pas disponible, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'Apple. Et puis, on était loin de l'Internet et surtout du téléphone cellulaire. Quand on devait appeler quelqu'un, il fallait se trouver une boîte et avoir de la monnaie. J'ai trouvé ça, l'arrivée du GPS, comme un bonheur sublime pour moi. Est-ce que vous... Bon, je devrais le dire, mais je ne m'en vante pas non plus. À bord de mon véhicule, j'ai 3 GPS. Si vous voulez me faire un cadeau, donnez-moi un 4e. J'adore les GPS. J'adore les GPS. Sauf que il y a un endroit où souvent il ne marche pas, c'est à Montréal, Québec, Canada, où souvent le GPS vous amène dans un cul-de-sac avec une magnifique affiche orange et noire où c'est inscrit « Rue Barrée », sans qu'il y ait une autre affiche à côté pour dire « Oui, mais flèche à gauche ou à droite? »« Rue Barrée ». C'est-tu clair, là? Alors, le GPS nous amène là souvent. Mais le GPS, quelle aventure quand même. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Directement sur notre téléphone, en plus, où on peut accéder à tout le monde. Écoutez, quand j'étais à Polytechnique, on avait un des plus gros ordinateurs en service, dans le public ou dans le privé. On avait un IBM 370. L'ordinateur lui-même occupait à peu près la moitié de la pièce où on se trouve. Ça chauffait, il fallait toujours que ça soit ventilé. Et croyez-le ou non, il fallait tout programmer. Il fallait connaître la programmation, sinon il n'y avait pas d'application, il n'y avait pas de programme fait d'avance. Alors, quand vous vouliez avoir votre programme, vous deviez l'écrire dans un langage. Nous, c'était le Fortran 4. Ce n'était pas un langage très, très agréable. Et le meilleur, c'est que pendant longtemps dans mes études, on n'avait pas d'écran cathodique. La programmation passait par des cartes mécanographiques. Alors, on se rendait à un endroit et on appelait ça, en bon français, du key punch. On encourageait des jeunes à se lancer là parce qu'il y avait beaucoup d'emplois opérateurs de key punch.
Et là, vous aviez, si votre programme était élaboré, une série de cartes mécanographiques. Il suffisait qu'il y en ait une dans la boîte qui avait été mal punchée ou une erreur, mettons une virgule, piastre, job, plus grand que, virgule, vous oubliez la virgule, tout le système qui avait été lu par le lecteur, ça passait, et vous aviez une belle feuille en disant « Erreur, ligne 802 ». Est-ce que vous réalisez dans quel monde on vit pour pas cher? On a des GPS, pour pas cher, on a communication instantanée, et de plus en plus de satellites maintenant partout dans le monde, pour parler, pour se voir. Très pratique pendant une pandémie, on l'a fait peut-être à outrance. C'est extraordinaire quand même. Et nos ordinateurs personnels, on les prend pour acquis, mais je peux vous dire une chose, des fois je me rends au sous-sol chez moi et je regarde le nombre de caisses entreposées que j'ai de cartes. Ma collection de cartes a très mal vieilli, très, très mal vieilli. Quand mon père arrêtait pour acheter de l'essence, mon père, lui, avait 2 destinations. Il nous amenait l'été à la mer. Les premières années, on allait à Old Orchard. C'était très loin, très grosse aventure. Et le Gulf Stream, malheureusement, ne faisait pas cette déviation-là pour venir réchauffer l'Atlantique. Alors, ma mère trouvait, ça n'a pas de bon sens, dit l'eau est glacée ici. Alors, mon père s'est mis à la recherche d'un endroit où le Gulf Stream s'étendait un petit peu plus vers la côte, et on a trouvé Cape Cod. Alors, on allait à Cape Cod, et en plus, mon père était fasciné par le fait qu'à Hyannis, la famille Kennedy avait sa résidence. Tous les Kennedy, le père Joseph, Rose Kennedy, les enfants qui ont tous eu des destins tragiques, politiques, importants. Alors, mon père disait, on va aller à Cape Cod en vacances chez les Kennedy. Et chaque fois qu'il arrêtait pour mettre de l'essence, même ici au Québec, sur toutes les bannières, je disais à ma mère, je peux-tu aller payer avec toi en dedans parce que je voudrais avoir une carte géographique. Il donnait ces cartes géographiques-là, très bien faites, illustrées en multiples couleurs. Alors, vous alliez chez Texaco, vous alliez chez FINA, vous alliez chez Shell, BP, et prenez. Alors, j'en ai ramassé des cartes comme ça. Et en plus, mon grand-père, qui est né en 1900, dès l'âge de 12 ans, mon grand-père, dès l'âge de 12 ans, donc dès 1912, s'est abonné au National Geographic. Et il m'a donné toute sa collection. C'est incroyable. Évidemment, il y en a qui ont jauni un peu, mais il y a un numéro que je conserve. J'ai le numéro du National Geographic, l'original. Numéro spécial consacré au naufrage du Titanic. Quelques mois après avril 1912, donc une édition fin 1912, début 1913, le National Geographic a publié une carte qu'il a insérée. Il faisait des cartes extraordinaires. Et on voit une carte de l'Atlantique avec un X ici, voici le lieu du naufrage. Et ils avaient illustré les autres endroits dans l'Atlantique Nord où d'autres bateaux avaient coulé par la suite. Alors j'ai tout conservé ça et je me dis, mais moi qui me serais très bien satisfait et contenté d'une carrière de cartographe, je me dis, combien de gens encore vont utiliser une carte? Est-ce qu'on vend encore des atlas? Oui, peut-être, parce qu'ils sont là, dans les librairies. Mais c'est très rare, les personnes qui vont partir avec l'atlas sous le bras en disant « Ah, oublie pas, t'es à la jonction de l'Interstate 87 ou la 95 et tout ça. » Vous avez tout ça instantanément. Et on vous parle dans votre langue en disant « Dans 500 mètres, prenez la sortie 68. » Moi, je crois, là, ce soir, avant de conclure, que le plus grand choc, en réfléchissant à ce que je voulais partager avec vous, c'est tout ce qu'on prend pour acquis,
mais qui nous ont enlevé une période où il fallait faire des efforts. Il fallait comprendre comment fonctionnait une carte. Il fallait l'utiliser, il fallait aller la chercher. Quand on faisait la rédaction d'une thèse, il fallait passer beaucoup de temps à la bibliothèque. Maintenant, on peut faire du copier-coller et espérer ne pas se faire prendre et tenter d'obtenir son diplôme en copier-coller par Wikipédia. C'est effrayant. Je trouve ça absolument phénoménal et c'est peut-être pour ça que notre monde nous apparaît si complexe. Il nous apparaît complexe parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont démissionné de tout effort d'apprentissage. Le plus grand, je situe toujours 3 événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Le premier, il est toujours évident, la roue. Oui, la roue, parfait. Le deuxième événement, et je suis bien placé pour vous en parler parce que je viens de compléter le tournage, c'était très long, le tournage de 10 émissions d'1 heure consacrées aux États-Unis, ma vision des États-Unis. Là, on procède au montage, la narration et tout ça. Ça va sortir au printemps sur les plateformes TVA. Et dans un de mes segments, dans un de mes 10 segments, je suis retourné au point zéro, à Trinity, dans le désert du Nouveau-Mexique, à Alamogordo, où la première bombe atomique a explosé, le 16 juillet 1945, 3 semaines avant Hiroshima. Et c'est un endroit où on permet au public d'y aller 1 fois par année pour faire un petit pèlerinage. Soit dit en passant, on a la dose doublée de radioactivité normale juste en étant à Trinity. Ils ont conservé ce qui reste de la structure qui a été littéralement pulvérisée au moment de l'explosion, le 16 juillet. Et tout le sol, tout le sable a été transformé instantanément dans un matériau qu'on appelle la trinitite, qui est comme une forme de verre, de la vitre, de couleur verte. Il y en a partout, 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 partout. Et évidemment, des affiches qui sont là, disant que vous n'avez pas le droit de ramener ça nulle part, vous n'avez pas le droit de sortir un morceau, sous peine d'une amende terrible. Alors, on a été escortés par l'armée et tout ça. Donc, pour moi, étape choc dans l'histoire de l'humanité, la roue. La roue associée au levier. Donnez-moi un levier et je pourrai soulever le monde. Quand on a compris ce principe-là, c'est extraordinaire. Deuxième événement, on a laissé sortir le génie de la bouteille. Ou comme on dit souvent ici, on a sorti la pâte dentifrice du tube et puis il est trop tard, on ne peut plus remettre le dentifrice dans le tube. Explosion et début de l'ère nucléaire. On a compris ce matin-là, la moitié des savants pensaient que la bombe ne partirait pas, elle n'exploserait pas. Il y en a d'autres qui ont dit ça va mettre le feu à l'atmosphère au complet et on va tous y passer. Ce qu'on a compris d'une chose, c'est qu'on avait la possibilité maintenant de se détruire. On le fait d'une façon détournée par l'environnement. On n'aurait jamais pensé ça au moment de la guerre froide. Il y a 60 ans, à peine, jour pour jour, en octobre 62, on est venu à minuit moins 1 seconde de la destruction totale du monde, la guerre nucléaire totale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui semble être le plus pressant, et avec raison, c'est la lente agonie de la planète, mais amplifiée par nos comportements. Donc, j'en ai fait 2 sur 3. L'autre moment déterminant dans l'histoire de l'humanité, 1994-95, Internet. À partir du moment où Internet est arrivé dans l'environnement, c'est pas tout le monde qui avait des ordis, c'est pas tout le monde qui était abonné, mais on avait la capacité de ne plus aller à la bibliothèque, de ne plus avoir à sortir des cartes,
ou encore à sortir des ouvrages de référence. Clic, 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 clic. Et puis maintenant, on a des Google Maps et puis des Earth View, et c'est absolument hallucinant. Donc, on n'avait plus besoin de faire d'efforts. Et l'Internet a amené également, en 1995, un outil extraordinaire pour pouvoir s'engueuler et, en bon français, nous envoyer chier de la façon la plus brutale qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On le dit souvent, si tous les gens qui ont écrit des choses immondes sur Internet, dans des courriels ou sur des réseaux sociaux, la plupart n'ont absolument pas le courage de vous dire ça en pleine face. Alors, pour moi, c'était 3 événements, mais complètement marquants, qui expliquent beaucoup le monde un peu confus dans lequel on vit. Je trouvais ça hallucinant qu'on commence à reparler, encore une fois, d'un danger de guerre nucléaire, 60 ans après la crise des missiles de Cuba. Oui, on parle encore de cette problématique qui est l'intimidation incroyable, le niveau de langage, plus que le niveau de langage, l'agressivité qu'il y a grâce à l'Internet. Et puis en même temps, on fait des sommets pour dire on n'y arrivera pas, on ne sera pas capable de pouvoir s'ajuster. Alors, en guise de conclusion, que faire de ma collection de cartes géographiques? Elle est magnifique. J'ai des cartes en plus où les pays n'existent plus aujourd'hui, et où sont avec des noms différents. C'est quelque chose quand même. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire avec cette collection-là. Je ne pense pas que je trouve preneur sur eBay ou Kijiji. J'en conclus en disant, puis j'en ai parlé au tout début, 2 matières qui doivent être obligatoirement enseignées et remises à jour, et ça presse. Ça presse. Et dès, je dirais, le primaire, histoire et géographie. Et si j'ai l'occasion de croiser notre nouveau ministre de l'Éducation, qui était mon ancien confrère quand je travaillais au 98.5, Bernard Drainville, je vais dire, Bernard, il faudrait que tu t'intéresses au fait que commencer à parler un petit peu d'histoire et de géographie, ça ferait du bien à tout le monde. Et pas attendre au 3e niveau ou au cégep ou à l'université. Non. Un enseignement de l'histoire et de la géographie, ça se résume à ceci, et c'est ma conclusion. L'histoire a très bien défini ce qu'elle est. On dit souvent de l'histoire, on ne peut savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Alors voici ce que je propose pour la géographie. On ne peut savoir où l'on va si on ne sait pas où on est. Merci et bonne suite et bon 60e. Merci beaucoup, M. Hood. Ne nous quittez pas. Nous avons encore... Oui, vous avez encore quelque chose à faire. C'est que vous avez peut-être des questions venant du public. Oui. Voilà. Oui. Vous savez comment j'aime l'humour, parce qu'il y a une anecdote qui me revient quand je vous disais que les 2 jeunes femmes avec qui je partageais le vol vers la Havane et qui demandent « Oui, le Cuba, c'est dans le bout de l'Afrique. » Mais j'en avais entendu une bonne aussi. Mon fils a une fracture après un match de hockey. On s'en va à l'hôpital. Et puis, évidemment, il faut prendre une radiographie. Et là, il y a des gens qui attendent. Et puis, ça va être long. Et il y a un monsieur très gentil, très, très, très gentil, je le dis tout de suite, ça. Il dit, votre fils, ça? Il dit, c'est-tu cassé la jambe? Ils disent, on va le savoir. Ah, il dit, ils vont vous passer ça, là. La géographie de la jambe. Vous en parlez, évidemment, d'une radiographie. Voilà. Mais c'est pas fou, c'est une géographie de la jambe. Bon. Vous dites que vous aviez des enseignants dans les années 70 qui ont prédit l'avenir de la géographie qu'on a aujourd'hui.
Mais avec l'ordinateur mental que vous avez, êtes-vous capable aujourd'hui de prédire peut-être la géographie dans 20-30 ans? Bien, je vais utiliser à ce moment-là ce que j'ai appris il y a plus de 25-30 ans pour appliquer les mêmes choses. Parce qu'en général, on ne comprend pas bien les erreurs du passé et on peut toujours les commettre. Il n'est pas garanti qu'on soit à l'abri d'un conflit nucléaire. Ça, c'est un exemple. Mais moi, ce que je fais comme prédiction, c'est que la démographie dont me parlait Jacques-Henri Pain, on ne fait plus d'enfants. Et ça tombe bien parce que je suis arrivé hier soir, j'ai animé pendant 2 jours à Drummondville le grand sommet national sur l'immigration, où on a traité de tous les éléments essentiels à une immigration réussie. Et j'ai fait un commentaire comme ça en disant « C'est magnifique, vous avez toutes les techniques, vous rappelez avec des chiffres, des tableaux, mais vous oubliez une affaire, c'est que vous considérez l'immigration comme des robots qui viennent occuper des emplois dans un cadre de pénurie de travail. » Et j'ai dit, est-ce qu'il arrive que de temps à autre, vous leur demandez si ça vous tente de demeurer au Québec, d'amener la famille au Québec? Et la dernière des questions importantes, êtes-vous heureux avec nous? On ne pose jamais cette question-là. Alors moi, j'ai eu droit pendant 2 jours, c'est un très beau sommet, très bien, mais c'était, voici le secteur minier, on a tant d'emplois qui ne peuvent pas être occupés parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre. 1000 infirmières venues de l'étranger, vite, 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 vite. Alors, je pense que notre plus grand défi au Québec, le premier ministre lui passe par la francisation, oui, mais il y a possibilité d'avoir les deux. Vous avez possibilité d'avoir des immigrants qui sont déjà francophones ou francophobes, ou encore qui vont s'inscrire, parce que ça marche très bien, les programmes de francisation, soit dit en passant, et qui vont occuper une place sur le territoire. Et on revient encore à la géographie. On n'est pas chez nous, parce que les Premières Nations nous le rappellent. Alors, on n'a pas d'affaire à se dire non plus, les gens venus de l'étranger qui viennent s'installer au Québec, vous êtes chez nous, c'est nous qui allons tout dicter. Tout ça, l'occupation du territoire, ça fait appel à une période historique qui fait que ce qu'on va être capable de prédire, c'est que est-ce qu'on va encore parler français dans 30-40 ans, mais en majorité au Québec. D'accord? L'autre affaire, je ne suis pas sûr que la toponymie ne sera pas complètement bouleversée. Moi, je suis étonné quand je voyage au Québec. Il y a des magnifiques noms de villes et de villages, mais je me dis, quand on va avoir vraiment liquidé toute connotation religieuse, on ne pourra plus appeler ça Saint-Angèle de Mont-Noir. Ça va devenir quoi? Et avec des noms... Saint-Stanislas, Saint-Simon, Saint-Ci, Saint-ça, toutes nos rivières et nos fleuves. Moi, si j'avais une prédiction à faire, il y a beaucoup de noms qui vont changer dans la toponymie au Québec. Qui avez-vous eu comme prof de télédétection? C'était, j'arrive pas à me souvenir de son nom, c'était la toute première fois qu'on offrait le cours. James Gray. Pardon? James Gray. C'était un nom anglais, effectivement. Oui. Il était formidable. Ah, ça. Hein? Ça marche très bien, la télédétection, encore dans l'actualité, il y a 2 semaines. Par télédétection, on a découvert une fuite de méthane à Terrebonne. Ça sert, la géographie, ça sert. C'est pas une science... c'est une science pratico-pratique. Et j'espère qu'on va mettre à contribution beaucoup de géographes à travers le monde pour pouvoir commencer à échafauder une véritable lutte armée intellectuellement contre les changements climatiques. Les géographes ont une importante contribution à jouer de par leur champ
leur éventail d'expertise et sa presse. Alors, j'espère que... Et là, à ce moment-là, peut-être que je vais me servir de mon diplôme, je vais abandonner la radio, la télévision et tout ça, et je redeviendrai géographe. Bonne soirée et félicitations au numéro 5.